Pour la dernière partie de ce colloque, nous avons le plaisir et l'honneur de donner la parole à Daniel Gaxi. Daniel Gaxi, vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au département de sciences politiques. Vous travaillez au Centre européen de sociologie et sciences politiques et vous êtes l'auteur de l'ouvrage Le sens caché, donc sens avec un C. Et vous avez publié dernièrement une note qui s'intitule « Les sondages précautions d'emploi ». Alors, une question concise pour une réponse complexe. Comment expliquer l'évolution du vote des couches populaires, en particulier la montée de ce qui pourrait être jugé un vote contraire aux intérêts de classe de cette couche populaire? On peut parler là d'un vote de droite ou du choix de l'abstention, et dans ce contexte, quelle piste se dessine qui pourrait laisser entrevoir une inversion de cette tendance? Et donc, je vous laisse la parole pour 30 minutes, à peu près, un peu le temps. Alors, je vérifie comment ça marche. Oui. Vers l'ordinateur, il faut pointer. Ah, pardon. OK. Bien. Alors, je déclenche pour ne pas être trop long. Je vous ferai... Bon, tout d'abord, merci à la Fondation Gabriel Péri pour cette invitation. Il faut que je me rapproche du micro. Donc, dans cette présentation, je voudrais essayer de présenter ce qui m'apparaît comme quelques éléments d'explication du tournant politique des catégories populaires. Alors, il faut que je fasse à la fois sur mon ordinateur. Alors, le tournant politique des catégories populaires, il a été bien documenté pendant ces deux journées. Donc, du coup, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Je rajouterai simplement un point. Il y a une tendance à la raréfaction, pour utiliser une méthode du vote de classe. Alors, vote de classe, dans un sens très particulier. Vote de classe, c'est les ouvriers qui votent à gauche, en général. Alors, dans un sens plus particulier, plus technique, le vote de classe, c'est le vote d'ouvriers, pas tous les ouvriers, on a souligné, il y a une partie des ouvriers qui votent pour des candidats, pour un parti qu'ils perçoivent comme ouvrier, qui se présente lui-même comme ouvrier, et qui est perçu comme ouvrier notamment parce qu'il est dirigé par des ouvriers ou des anciens ouvriers, et qu'il mène des politiques favorables aux ouvriers quand il accède au gouvernement. Voilà, donc ça fait partie du tournant politique des catégories populaires. Alors, pour essayer d'éclairer ce tournant, je propose 4 éléments de réflexion, vous les avez là. Donc, du coup, pour gagner du temps, je ne les énumère pas. Et j'aborde le premier, c'est-à-dire la déconstruction de la classe ouvrière. Alors ici, je suis obligé de faire une petite incursion très rapide, rassurez-vous, sur la théorie des classes sociales. En fait, le concept de classe sociale, il y a 2 concepts de classe sociale. Il y a un concept qui est proche de celui du sens commun. Une classe sociale, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui partagent à peu près la même situation sociale. Voilà. Alors, c'est ce que Marx appelle la classe en soi. Alors, dans cette situation, les individus qui appartiennent à cette classe en soi, qui ont à peu près la même situation sociale, n'ont pas nécessairement des relations entre eux. Bon. Et donc, à ce moment-là, ils constituent une masse, un ensemble d'individus sérialisés. Ils sont, comme dit Marx, comme des pommes de terre dans un sac de pommes de terre, dans une formule célèbre. Alors, il y a une deuxième possibilité de classe sociale, c'est ce que Marx appelle la classe pour soi. Alors, pour Marx, la classe pour soi, c'est la classe en soi, plus, c'est-à-dire une situation sociale commune, à peu près commune, plus une liaison nationale, une organisation politique nationale et des luttes nationales. Alors, par rapport à cela, Max Weber ajoutera, je dirais, un critère supplémentaire qui est le sentiment d'appartenir à une communauté.
communauté de classe. Bourdieu ajoutera encore un élément supplémentaire, c'est la représentation, c'est-à-dire l'existence de représentants qui font le groupe, c'est-à-dire qui font la classe qui les font, eux, comme représentants, en parlant au nom, mais aussi à la place de la classe. Et plus récemment, Luc Boltanski, dans le cas particulier des cadres, a élargi, je crois, ce que nous devons entendre par classe pour soi, par classe construite, et il énumère un ensemble d'objectivations, c'est-à-dire un ensemble d'éléments qui font exister la classe comme un groupe réel. Donc, ça peut être les catégories sociales de l'INSEE, les conventions collectives, régime spécial de retraite, un champ de concurrence pour la représentation du groupe, des médias propres au groupe, journal des cadres, hebdomadaire des cadres, une représentation du groupe dans la littérature, au cinéma, dans les bandes dessinées, etc., etc. Donc, un groupe existe d'autant plus réellement qu'il est plus objectivé dans la réalité. Alors, l'hypothèse... Il ne faut pas prendre ces deux concepts, classe en soi, classe pour soi, comme des descriptions réalistes, à mon avis. Il faut les prendre comme des types idéaux. Et de ce point de vue, on peut dire que la classe ouvrière est passée d'une situation où elle s'approchait du type idéal de la classe pour soi. Alors, il faut nuancer immédiatement, hein, ce n'est pas tous les ouvriers, hein, on l'a dit hier, on a insisté, je le redis, c'est une partie des ouvriers. Donc, la classe ouvrière est passée en quelques décennies d'une situation qui s'approche un peu du type idéal de la classe pour soi à une situation qui se rapproche de la classe en soi, c'est-à-dire de la masse d'individus sérialisés. Pour un certain nombre de... zut, c'est dans l'autre sens. Pour un certain nombre de raisons que je vais... ça marche pas. Je demande à ce que ça soit décompté de mon temps de parole. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, c'est parce qu'on a partagé en Zoom et on est... Ah ouais, c'est ça. Je pense. Peut-être le faire là. Voilà, donc je repère 8 composantes de ce processus de déconstruction. L'idée, c'est qu'il y a eu un processus historique de construction de quelque chose qui rassemblait une classe ouvrière sur plusieurs décennies, à partir du 19e siècle. Et donc la classe ouvrière, elle n'existe pas naturellement, elle a été construite. Hein, et ensuite, il y a eu un processus de déconstruction. Et j'ai repéré 8 composantes de ce processus de déconstruction. Alors, je vais les énumérer. J'ai plein d'éléments empiriques à l'appui de tout ça, mais je ne pourrais pas entrer dans les détails. Donc, je vous demande de m'excuser par avance du schématisme extrême de cette communication. Alors, le premier élément, c'est la régression morphologique du groupe ouvrier. Ça, c'est bien connu. Quand même, 1962, les ouvriers, c'est 38% de la population active. 2017, c'est 19%, la moitié. Deuxième élément, c'est l'affaissement morphologique des pôles d'attraction du groupe ouvrier, c'est-à-dire la réduction des effectifs employés dans les secteurs emblématiques du groupe ouvrier à cette période, on peut dire, organique. L'extraction minière, la sidérurgie, la métallurgie. Avec, j'y reviendrai, une contribution active de gouvernements de droite comme de gauche, successivement de droite et de gauche et de gauche et de droite, dans cet affaissement. Troisièmement, c'est la rétraction des concentrations ouvrières. Je ne donne pas les chiffres, hein, c'est la réduction en pourcentage des ouvriers de type industriel et l'augmentation des ouvriers de type artisanal. Selon l'INSEE, en 2019, plus de la moitié des ouvriers travaillent dans des établissements de moins de 50 salariés. C'est aussi la réduction des tailles des unités de production, des usines. Quand même, je ne résiste pas, hein, plaisir. Renault-Billancourt,
À la fin des années 30, 35 000 employés. 35 000 employés. Actuellement, la plus grosse usine en France, c'est Airbus Toulouse, 13 000, dont une majorité d'ingénieurs et de techniciens. Quatrièmement, je suis navré, hein, c'est vraiment, c'est l'affaiblissement des organisations collectives et du même coup l'affaiblissement de l'encadrement politique des catégories populaires. Alors, si on prend toutes les organisations de la mouvance ouvrière, les CFIO, CGT, Parti communiste, un peu plus tard le mouvement de la jeunesse communiste, y compris par exemple, j'ai des chiffres, les comités de diffusion de l'humanité, vous voyez, bon, on a une chronologie qui est un peu la même. Hein. Très forte progression en 1936. Quand la gauche est au pouvoir et que la gauche entame des transformations sociales majeures, des avancées sociales majeures, la libération, apogée du nombre d'adhérents, d'électeurs, d'élus, de syndiqués, alors que la gauche est au pouvoir, est associée au pouvoir, et qu'elle a introduit des avancées sociales majeures. À partir de cette date, une lente régression, une progression dans les années 70, au moment où la gauche accède au pouvoir et permet un certain nombre d'avancées sociales majeures. Et depuis le début des années 80, une régression continue. La conséquence, si on réfléchit sur la participation électorale, c'est l'affaissement des mécanismes de mobilisation. Pensez par exemple la diffusion d'Humanité dimanche, portage à domicile, démarchage par porte-à-porte, vente à la criée, point fixe où des militants, les jours d'élection, pouvaient rappeler ce que Vincent Post nous disait tout à l'heure, ça existait, hein. C'était le rappel à l'élection, il faut aller voter. Voilà. Cinquièmement, c'est la réduction de la conflictualité ouvrière. Nous savons tous que la classe ouvrière s'est pour partie construite à gauche et dans des luttes locales et nationales contre le patronat, contre l'État, contre la mouvance catholique, avec des grèves, des occupations, des séquestrations. Eh bien, là encore, je ne peux pas donner de chiffres, hein, mais ce que l'on constate depuis 1980, vous voyez, la chronologie converge, hein, depuis 1980 à peu près, une diminution régulière des grèves, surtout dans le secteur privé. Et les grèves sont de plus en plus défensives et plutôt dans le secteur public. Sixièmement, dépilarisation du mouvement ouvrier. Alors là, il faut que je fasse une petite précision. Alors le concept de pilier, ça vient du néerlandais Versolix et ça vient de l'organisation de la société néerlandaise. Les piliers, ce sont des groupes qui développent leurs activités sociales, culturelles et politiques, chacun de son côté. Et chaque individu relève d'un de ces groupes pour l'ensemble des aspects de sa vie. Par exemple, il y a un groupe catholique. Il y a un groupe ouvrier. Alors, on peut dire qu'à une certaine époque, la classe ouvrière se rapprochait un peu de ce modèle du pilier et qu'elle s'est dépilarisée. Alors, il y a un exemple magnifique, idéal typique, un film en 1938 de la Fédération CGT de la métallurgie qui présente l'ensemble des réalisations. Alors, la Maison des métallos, qui est un centre de santé, un centre médical pour enfants, une mutuelle, une caisse d'assurance sociale, une école de rééducation professionnelle pour les chômeurs, un parc de loisirs, des maisons de repos et des colonies de vacances, et la Maison des métallos, centre d'activité en faveur de la solidarité internationale. Cette Maison des métallos, elle sera fermée en 1997. Alors, si on prend toutes les organisations, on a un très grand nombre, je ne citerai pas toutes, mais si on prend toutes les organisations du pilier ouvrier, par exemple la Confédération nationale du logement, le Mouvement de la paix, l'Union des femmes françaises, la Fédération sportive et gymnique du travail, on observe pour toutes un affaiblissement progressif, une disparition progressive des orientations ouvrières. Elles se désouvriérisent. Alors, septièmement,
on y vient, c'est la désouvriérisation des organisations de la mouvance ouvrière, c'est-à-dire, on le sait tous, hein, c'est une forte diminution du poids des ouvriers ou des anciens ouvriers parmi les adhérents, les militants, les électeurs, les cadres intermédiaires, les élus locaux, les parlementaires, les dirigeants nationaux des organisations anciennement ouvrières. Et c'est en même temps l'effacement des analyses en termes de classe dans les discours des partis d'origine ouvrière. Les organisations membres du pilier, je viens d'en citer certaines, cessent de se tourner de manière privilégiée vers les ouvriers. Et donc, ce qui disparaît avec tout ça, c'est une composante essentielle du vote de classe, tel que j'essayais de définir tout à l'heure. Dernier point, c'est la dégradation du statut symbolique des ouvriers. Alors, je ne peux pas tout traiter, mais à l'apogée de la construction historique de la classe ouvrière, on observe des sentiments d'appartenance, d'une part, un sentiment de classe, et des sentiments de fierté d'appartenance, la figure du métallo notamment. Désormais, l'entrée dans le monde ouvrier est la conséquence d'une dévalorisation scolaire, accompagnée d'une baisse de l'estime de soi. Autre élément de cette dégradation du statut symbolique des ouvriers, les ouvriers sont relativement invisibles dans les médias. 3% des interviewés sont des ouvriers, interviewés par les médias. 61% sont des cadres. La célébration du monde ouvrier au cinéma ou à la télévision, je pense par exemple à Germinal, renvoie à l'histoire et à un univers social désormais disparu. Et nous savons tous que les ouvriers sont largement absents des institutions représentatives, à commencer par les parlements. Donc, en résumé de ce premier point, on a eu une construction progressive d'une classe ouvrière relativement intégrée, il ne faut pas encadrée, orientée et mobilisée à gauche. Encore une fois, ça ne mobilisait pas l'ensemble des ouvriers, mais une proportion significative. Et il y avait, du fait de cette construction progressive, un travail d'encadrement qui favorisait la participation électorale, y compris des fractions peu politisées, et qui favorisait une orientation à gauche. Alors, mon deuxième point, le deuxième élément d'explication, ce sont des mobilisations politiques des divisions internes aux catégories populaires. Alors, les catégories populaires, on peut les regarder de deux manières. On peut les regarder en les comparant avec d'autres catégories sociales situées plus haut dans la hiérarchie sociale. À ce moment-là, on va avoir l'impression d'une relative unité, une relative proximité de situation sociale, avec un certain nombre d'éléments caractéristiques qui sont très, très bien connus, qui ont été traités pendant ces 2 jours. Je mentionnerai quand même un certain nombre de choses qui ne sont pas toujours suffisamment soulignées. Alors, ce sont les catégories, toutes ces catégories populaires qui subissent plus ou moins des situations d'emploi défavorables, CDD, intérim, temps partiel, des conditions de travail difficiles, avec des accidents de travail, des maladies professionnelles, une espérance de vie plus faible, ça il faut quand même le dire, et qui font face à des difficultés économiques, qui ont l'expérience des privations, un moindre accès aux soins, des logements plus petits, moins confortables, etc. Donc ça c'est ce qui font la relative unité des catégories populaires. Mais en même temps, les catégories populaires sont traversées par un certain nombre de différences. Ah oui, c'est vrai, il faut que un certain nombre de différences et de divisions. Alors, ce que nous appelons catégorie populaire, c'est-à-dire ouvriers, employés, un certain nombre d'auto-entrepreneurs, il faudrait ajouter d'ailleurs des tout petits commerçants, des tout petits... Bon. C'est une très vaste région, sous-région de l'espace social. Une très vaste sous-région de l'espace social. Et on peut l'analyser comme un continuum qui va de l'extrême pauvreté de la misère sociale,
jusqu'aux fractions basses des classes moyennes, quoi. Hein, voilà. Et donc, ces catégories présentent une homogénéité relative comparée aux autres catégories sociales, avec tous ces critères qu'on vient de voir, mais en même temps une hétérogénéité relative quand on examine les diverses composantes. Et donc, je vais énumérer 3 clivages qui, à mon avis, produisent des effets politiques. Alors, le premier de ces clivages, c'est la division entre les positions hautes et les positions basses de ce sous-espace social. Donc, il y en a qui sont au bas du bas, hein, et il y en a qui sont au haut du bas. Et puis il y en a même qui sont au milieu, on ne va pas rentrer dans les détails. Alors, pour une part, c'est l'opposition entre et en moyenne, les employés et les ouvriers. C'est une opposition entre les qualifiés et les non qualifiés, ouvriers et employés qualifiés, ouvriers et employés non qualifiés. C'est une opposition entre les emplois stables et les emplois précaires. C'est une opposition entre les inactifs et les inactifs. Voilà, c'est composante de l'opposition entre le haut et le bas. Alors, ces fractions basses des catégories populaires, les plus basses, hein, sont les plus touchées par les multiples difficultés, misère, pauvreté, chômage, précarité, pénibilité. Bon. Ce sont également, il y a évidemment un lien de cause à effet, les catégories les plus touchées par l'abstention, comme nous l'avons vu tout au long de ces 2 jours. Et les fractions hautes sont relativement moins enclines à l'abstention, et elles sont plus sensibles, plus disponibles aux mobilisations politiques conservatrices. Alors, là encore, je suis obligé d'aller très très vite. Bien sûr, nous connaissons tous les campagnes contre l'assistanat, les fraudes, la sécurité sociale, les faux chômeurs, les trafics, les parents qui ne savent pas éduquer leurs enfants. Il y a également toute une thématique sur la valorisation de la réussite sociale, la sensibilité, la célébration de la responsabilité individuelle, du courage de motif. Tout ça, ce sont des visions du monde social qui prennent sens pour les fractions hautes, qui ont le sentiment d'avoir, par exemple, quand ça fait des sacrifices pour leur réussir. J'ai jamais été au chômage, moi, monsieur, j'ai toujours travaillé, jamais touché des assurances chômage. Hein, voilà. Donc ça, c'est un premier principe de division. Deuxième principe, voilà, c'est l'opposition bien connue entre, d'un côté, des nationaux, hein, les blancs, bon, et des fractions racisées, stigmatisées, pardon de ce néologisme, xénophobées. Alors, ce clivage est bien connu, il a gagné en visibilité historiquement, pour une série de raisons. D'abord, il y a une racisation de la vie quotidienne des catégories populaires. 2, il y a une mobilisation des fractions racisées, marche des beurs, les émeutes de banlieue, etc. 3, il y a une médiatisation des incivilités, des délits, des trafics imputés aux fractions racisées. 4, il y a les attentats islamistes. Alors, nous savons tous ici qu'il y a une mobilisation politique de ces clivages, hein, avec plusieurs catégories qui ont, pour des raisons différentes, des sensibilités au discours sur l'immigration, l'insécurité. Alors, par exemple, les fractions, les employés qui sont en charge du maintien de l'ordre et qui sont dans des relations de confrontation avec les catégories racisées. Les fractions des catégories populaires qui sont en concurrence, on en a parlé, pour les logements sociaux, pour les aides sociales, bon, avec les catégories racisées, et également toutes les fractions qui tiennent à marquer leur distance, hein, par rapport à ceux qui sont en dessous d'eux, qu'elles perçoivent comme étant en dessous d'eux. Donc tout ça fait des facteurs d'orientation à droite ou à l'ultra-droite de catégories populaires. Inversement, les fractions racisées, on l'a vu aujourd'hui, s'orientent politiquement par opposition aux mouvements qu'elles perçoivent comme racistes, et donc qui peut les incliner vers la gauche. Troisième clivage interne,
c'est l'opposition et les divisions entre les agents du secteur public et des secteurs privés, des classes populaires, avec des sous-oppositions au sein du secteur privé entre les salariés des petites entreprises, plus proches du petit patronat, et les salariés des grandes entreprises, plus proches des syndicats et du mouvement syndical. Au sein du secteur public, l'opposition entre ce que Pierre Bourdieu appelait les mains gauches et les mains droites de l'État. Les mains gauches, c'est le secteur social, le secteur éducatif et culturel, plus porté à gauche, et main droite, là, c'est essentiellement les agents en charge du maintien de l'ordre. Donc, il y a un travail de mobilisation politique de ces clivages, que vous connaissez tous, hein, les partis conservateurs qui dénoncent les privilèges des fonctionnaires, qui dénoncent le nombre trop élevé de fonctionnaires, les contrôles, les charges, la réglementation, les impôts, les syndicats, la gauche, etc. Bon. Alors, ces discours prennent sur des ouvriers et des employés du secteur privé, surtout dans ceux qui travaillent dans les petites entreprises. Et les discours de gauche favorables à l'éducation, aux dépenses d'éducation, aux services publics, dépenses de santé, touchent une partie des ouvriers et des employés du secteur public ou du secteur privé proche du mouvement syndical. Donc, c'est important avec tous ces clivages internes aux catégories populaires, c'est que, selon une formule de Pierre Bourdieu, la vision des divisions du monde social, ou les visions des divisions du monde social ont évolué. Dans le passé, on avait une vision du monde social comme structurée par l'opposition entre ouvriers et patrons, bourgeoisie et prolétariat. Cette vision a perdu de sa force sociale, pas disparu, mais elle a perdu de sa force sociale. D'autres visions se sont renforcées, les visions qui opposent les nationaux aux étrangers, le privé au public, les makers aux takers. Les makers, c'est ceux qui travaillent, qui respectent les lois, qui payent les impôts. Les takers, c'est ceux qui profitent des aides sociales, des trafics, des fraudes. Et puis également l'opposition entre le peuple et les élites. Ça, c'est mon deuxième point. Il va falloir accélérer. Alors, mon troisième point... Ah, c'est ici. Troisième point qui doit être pris en considération, c'est la dégradation de la situation politique des catégories populaires. En gros, depuis le choc pétrolier de 1973, on observe un retournement complet et durable de la situation économique qui frappe particulièrement les catégories populaires et particulièrement les fractions basses des catégories populaires. Six composantes de cette dégradation, que je suis obligé d'énumérer, hein, sans pouvoir entrer dans l'analyse. Ralentissement de la croissance économique. Pendant les 30 Glorieuses, en moyenne, 5,3% de croissance par an. 5%, plus de 5% de croissance par an. Depuis le début du millénaire, 1,1% de croissance. Bon. Deuxièmement, la désindustrialisation. 1974, 5,7 millions d'emplois dans l'industrie. 2019, 3,2 millions, 1,5 million en moins. Les gouvernements successifs de droite comme de gauche ont été associés à cette évolution. Très rapidement, l'exemple de la sidérurgie. 1979, plan Barre, suppression d'un certain nombre d'emplois de sites de production. 1981, gouvernement de gauche, suspension du plan Barre, nationalisation. 29 mars 1984, gouvernement de gauche annonce un plan de restructuration. Je passe les détails, des dizaines de milliers de suppressions d'emplois. 29 mars. 13 avril 1984, 15 jours après, entre 40 et 60 000 sidérurgistes manifestent à Paris contre le gouvernement. 150 000 en Lorraine. 2011, fermeture du site de Gandrange, en dépit de l'engagement en sens contraire de Nicolas Sarkozy. 2012, François Hollande s'engage pour la défense du site de Florange. Le site de Florange est fermé en 2013. Troisièmement, le démantèlement des services publics. Alors, si on prend l'exemple, par exemple, des postes et télécommunications, on est passé d'une administration d'État à des entreprises publiques. Des entreprises publiques qui vont recruter de plus en plus sur des contrats de droit privé, avec des suppressions d'emplois, des pressions sur les fonctionnaires, des vagues de suicides, des suppressions de bureaux de poste,
La SNCF, par exemple, les effectifs divisés par 3 en 70 ans. Voilà, donc démantèlement des services publics a eu des conséquences sur l'emploi et, bah oui. Alors, je vais simplement énumérer. Troisièmement, progression du chômage. Alors, si on prend, en général, quand les chiffres du chômage, on donne la catégorie A. Mais si on prend, je ne peux pas entrer dans les détails, A plus B plus C plus D plus E, c'est 6,6 millions, 22% de la population active. Et si on ajoute ce qu'on appelle techniquement le halo autour du chômage, 2 millions de personnes, on est pas loin de 9 millions de personnes, qui touchent particulièrement les moins de 24 ans, les ouvriers et les employés non qualifiés, les personnes sans diplôme, c'est-à-dire les plus abstentionnistes. Selon l'INSEE en 2019, si on additionne les sans-emploi, ceux qui sont en alternance emploi-non-emploi et ceux qui sont sous-emploi, c'est 30% de la population active. Alors, il y a les autres formes de précarité, CDD, intérim, temps partiel, le recul de l'emploi à statut. Dans la fonction publique d'État, il y a 24% de contractuels. Les micro-entrepreneurs, on est passé de 300 000 à 1,9 million en 2020, moyenne d'âge 25 ans, revenu mensuel moyen 590 €, temps de travail hebdomadaire 20 heures. Donc, dans ce domaine également, la précarité touche surtout les plus jeunes et les moins qualifiés. Tendance à la stagnation et des salaires et du pouvoir d'achat. Bon, je passe. Sixièmement, progression de la pauvreté et des privations. Par exemple, là, si on prend officiellement à 60% du revenu média, c'est plus de 9 millions de personnes, 15% de la population. Si on prend la pauvreté ressentie, une enquête de la DREES, pour les ouvriers, c'est 31% de pauvreté ressentie et les employés, c'est 24%. Le nombre de repas servis par les restaurants du cœur depuis 1986 multiplié par 16. Le titulaire du RMI, RSA multiplié par 5 depuis l'origine. Selon le Secours populaire, 18% des Français sont découverts à la fin du mois. 30% des personnes interrogées font état de difficultés à régler leurs dépenses d'énergie. 40% font état de privation, notamment sur l'alimentation, 64% parmi les plus modestes. Mon dernier point, je vais vous demander vraiment 2-3 minutes, parce que là je dépasse. Mon dernier point, c'est la spécificité de la défiance des catégories populaires à l'égard du politique. Alors, je vais être extrêmement schématique. Nous savons tous l'ampleur des sentiments de défiance à l'égard de la politique. Je ne vais pas vous énumérer, je m'appuie sur des enquêtes qualitatives par entretien approfondi, un très grand nombre de raisons qui sont mises en avant pour justifier cette défiance. Alors, cette défiance, elle est très variable socialement. Et si on examine ce qui caractérise les formes de défiance dans les catégories populaires, on s'aperçoit qu'elles reposent sur des jugements sur la politique à partir de sa situation personnelle. Alors, un mot, l'expression anglaise, c'est plus facile de lire en anglais, c'est self-related. Hein, c'est une évaluation self-related par rapport à soi. Par exemple, ouais, ils disent qu'ils vont supprimer le chômage. Ouais, moi, je vois bien que c'est pas vrai. Ma femme, elle a toujours pas trouvé d'emploi. Vous voyez, ça, c'est typique. Hein. C'est par rapport à sa situation personnelle, on va porter un jugement à la politique pour dire c'est bien, c'est pas bien. Troisième point qu'il faut avoir en tête, alors ça, c'est pas suffisamment souligné, c'est qu'il y a beaucoup de défiance, mais cette défiance, elle est toujours ambivalente. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la défiance et des formes de conviction et des formes de croyance. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails de ce qui me permet d'affirmer cela. Hein, mais par exemple, bon, la gauche, la droite, c'est pareil, on a bien vu, ça ne change rien. Ah, mais Marine, on n'a pas essayé, le Front National, on n'a pas essayé. Vous voyez, donc, la droite, c'est ce mélange. Hein, bon. Donc, la politique telle qu'elle est, très critiquée, elle est critiquée au nom de la politique telle qu'elle était, ou telle qu'elle devrait être. Hein. Donc, vous voyez, c'est à la fois des croyances maintenues. Alors, j'ai presque fini. Ces croyances, donc, il faut avoir l'idée que un peu comme les Grecs, est-ce que les Grecs croyaient dans leur Dieu, hein, bon. Alors, il y a un bouquin célèbre qui dit bah, ils croyaient pas.
Hein, voilà. Donc, est-ce que les hommes et les femmes croient dans la politique? Ben oui, ils croient pas. Ils pensent les deux. Et ces versions, en quelque sorte, de la vision sont activées selon des propriétés de contexte. C'est-à-dire que ce que l'on observe quand on fait des enquêtes, par exemple, c'est que les gens dont la situation personnelle se dégrade sont encore plus critiques. Et puis certains dont la situation, ils sont sortis du tunnel, ça va mieux, y compris le disent eux-mêmes, ben oui, ça va mieux, donc du coup, oui, quand même, je suis plus optimiste. Hein, voilà. Bon, donc vous voyez, c'est activation en contexte des propriétés contradictoires des visions du politique. Alors ça, on l'observe dans les cycles électoraux. On avait fait une enquête. Donc, hors campagne électorale, beaucoup de visions critiques, de discours. Et puis, au fur et à mesure qu'on entrait dans la campagne électorale, eh ben, on voyait apparaître quand même, moi je préfère quand même Hollande, hein, parce que Hollande, lui, il a dit qu'il allait créer 60 000 postes d'enseignants. Alors, bon, il ne créera pas 60 000, hein, bon, mais il en créera quand même. Vous voyez, voilà. Donc, plus on avançait dans la campagne, plus les visions critiques se mises un peu de côté, et puis on avait des perceptions plus positives qui étaient mises en avant. Et alors, après la campagne, quelques mois après, alors là, boum, c'était à nouveau les visions très critiques. Alors, du coup, la dégradation de la situation économique dont je viens de parler, vous voyez, c'est un effet de contexte, macro-contexte ici, qui permet de comprendre la dégradation de la vision du politique et ses corollaires, l'abstention. Alors, j'ai fini. Quelques mots. J'ai ma conclusion là, comme ça ira plus vite. Donc, le tournant politique, si tout cela est exact, hein, le tournant politique des catégories populaires est la conséquence d'un ensemble complexe de facteurs convergents. Ce sont des facteurs objectifs de grande ampleur. Du même coup, il est évidemment difficile d'inverser la tendance, les tendances qu'ils ont induites, hein, mais si beaucoup de membres des catégories populaires se tiennent à l'écart du politique, leurs attentes n'ont pas disparu. Notamment, il y a des attentes fondamentales d'amélioration de la situation, la pauvreté, la précarité, les privations, le logement, les services publics. Bon. Et donc, si c'est seulement la prise en compte de ces aspirations qui permettrait une éventuelle remobilisation progressiste des catégories populaires. Vaste programme, très difficile, mais je pense qu'il n'en est pas d'autre. Après cette belle phrase de conclusion, la parole est donc à vous pour un peu plus d'un quart d'heure, je crois, on a une demi-heure de discussion et de débat.